En plein jour, à 2 pas de chez elle, elle pensait juste faire un détour. Dans la petite chapelle, son assassin l'attendait déjà, immobile, l'outil à la main. La porte cède. Silence. Puis l'ombre fond sur elle. Une griffe de métal s'abat, encore et encore. Trop vite pour crier, trop brutal pour comprendre. Le sang gicle sur les pierres sacrées. En quelques secondes, le recueillement se transforme en scène de crime. Et ce meurtre, en apparence isolée, va devenir le début d'une onde de choc qui va ébranler toute une région. Mais très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils ne traquent pas un coupard banal. Ils ont affaire à un fantôme en costume-cravate, Marc. Un homme au charisme d'acier. Un imposteur né. Alors que son épouse, Claire, a purement et simplement disparu, il installe une nouvelle femme sous leur toit, comme on change de décoration. Avec un sang-froid qui glace le sang. Comment fait-on pour mentir à tout le monde, tout le temps? Fin mai 2015. Une brigade de province. Une jeune femme franchit la porte, le visage décomposé par l'angoisse. Sa meilleure amie, Claire, s'est volatilisée. Plus un appel, plus un message. Un silence de mort. Pour elle, c'était du jamais vu. Fusionnel. En contact quotidien. Claire, douce, discrète, mère de famille sans histoire, n'aurait jamais fait ça. La gendarme qui prend sa déposition sent le malaise monter d'un cran. Elle commence à appeler. Amis, famille, relations. Le constat est unanime, personne. Claire a disparu de la surface de la Terre. Pourtant, Claire avait tout. Une vie rangée. Un héritage conséquent, mais qu'elle portait avec simplicité. Et un mari qui, sur le papier, était le rêve incarné. Marc. La quarantaine, chef d'entreprise. Spécialisé dans le matériel médical. Élégant, sûr de lui, un charisme qui désarme. Ensemble depuis 10 ans, ils formaient le couple parfait. L'image même de la réussite et de l'harmonie. Un prince charmant trop lisse pour être vrai. Et alors que l'enquête s'ouvre sur une disparition inquiétante, les questions se bousculent, où est Claire? Et qui est vraiment l'homme irréprochable qu'elle a épousé? Était une scène de vie presque trop parfaite. Une maison de caractère perdue dans la verdure, une famille unie, un train-train paisible. Rien, dans ce tableau bucolique, ne laissait deviner que l'épouse et mère, Claire, allait brutalement s'y effacer. La première question qui brûle les lèvres des enquêteurs. Pourquoi, alors qu'elle a disparu, son mari n'a-t-il rien dit? Son silence, avant même toute accusation, pèse déjà comme une faute. Car Marc n'a pas simplement oublié de signaler l'absence de sa femme. Il l'a activement camouflée. Aux amis inquiètes qui appelaient, il opposait un mur lisse de désinvolture. Elle n'est pas là. Elle a besoin de se retrouver. Elle ne veut parler à personne. Chaque appel était un obstacle à contourner, chaque inquiétude, un feu à éteindre. Pour lui, Claire était déjà un fantôme dont il verrouillait soigneusement la mémoire. Sous la pression, l'homme se présente enfin à la gendarmerie. Et là, il livre une performance magistrale. Grand, élégant, d'une sérénité troublante, il déroule un récit implacable. Le couple en crise, une épouse fragile qui sombre après l'annonce de la séparation, son départ volontaire pour un lieu de soins indéterminé. Il dit avoir respecté son « besoin de solitude ». Ses mots sont calibrés, ses émotions sous contrôle. C'est la défense parfaite de l'homme civilisé. Pire, son histoire colle. L'entourage confirme la vulnérabilité de Claire, éprouvée par des deuils successifs. Elle était fatiguée, triste. L'idée d'une fugue dépressive semble, à ce stade, tragiquement plausible. Les enquêteurs se retrouvent face à un dilemme glaçant. Ont-ils en face d'eux un mari éploré, maladroit, ou un narrateur diabolique qui vient de leur offrir, avec un sourire poli, le scénario parfait du crime parfait? Le décor était idyllique. Le comte, lui, commence à sentir le soufre. Il y avait pourtant une faille béante dans le récit trop lisse de Marc, ses enfants. Claire était une mère entière, fusionnelle avec ses 2 petits.
L'idée qu'elle les quitte sans un regard en arrière, sans un mot, sonnait faux. C'était la première fissure dans le décor. Mais Mark, stratège, avait anticipé le doute. Il produisit alors son joker, une série de textos. Des messages de Claire, disait-il, qui prouvaient qu'elle était bien vivante, en soins, simplement coupée du monde. « Ne t'inquiète pas. Je vais mieux. J'ai besoin de temps. » Le discours était rassurant, cohérent. Face à ces preuves numériques, l'enquête faillit s'ensabler. L'hypothèse de la femme fragile, prenant du recul, tenait toujours. Pendant des semaines, le dossier dormit presque. Jusqu'à ce que l'évidence s'impose. 3 mois sans un vrai contact, c'est un silence de mort. Les enquêteurs se réveillèrent. Premier réflexe, traquer le fantôme médical. Appel dans tous les hôpitaux, toutes les cliniques du pays. Résultat, 0 trace. Claire n'avait été admise nulle part. Le pilier central du récit de Mark venait de s'effondrer. Et c'est alors que le coup de grâce arriva, porté par celle qui connaissait le mieux Claire, sa meilleure amie. 2 mois et demi après la disparition, elle reçut un message, supposément de Claire. Un texto lisse et froid qui disait aller mieux. Mais l'amie sentit le piège dans les mots. Un surnom familier, utilisé depuis toujours entre elles, était absent. Une habitude linguistique intime, trahie. Son verdict, donné aux gendarmes, fut sans appel. Ce message n'a pas été écrit par Claire. Quelqu'un imite sa voix. Le masque de l'époux éploré se craquelait. L'imposteur, qui croyait avoir tout prévu, venait de commettre sa première erreur palpable. Il avait oublié l'amour. Le surnom manquant fut l'étincelle. Dès lors, le voile se déchira. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient été joués. Une mise en scène parfaite, conçue pour endormir leur vigilance. L'affaire fut requalifiée en disparition inquiétante, et toute l'attention se braqua sur l'homme au costume. La filature révéla un autre homme. Loin du chef d'entreprise affairé, Mark menait une vie de flânerie. Après le départ des enfants à l'école, il errait. Bar, salle de sport, restaurant. Aucun bureau, aucun client. Son entreprise était un fantôme. Toute son existence était un décor. Mais le vernis craquait plus profondément. Derrière le père de famille se cachait un séducteur compulsif. Il multipliait les conquêtes, inventait des déplacements professionnels pour couvrir ses nuits d'adulaire. Il mentait comme on respire, avec une aisance glaçante. Claire, elle, croyait en lui aveuglément. Cette confiance totale l'avait rendu invisible à ses propres yeux. Pire, alors même que Claire était portée disparue, il tentait de séduire l'une de ses amies proches. Comme si le deuil était une formalité. Comme si la vie devait continuer, sans pause, sans remords. Et puis, il y eut l'école. 3 mois après la disparition, l'institutrice de l'aîné livra une observation cruciale. Une autre femme venait régulièrement chercher les enfants. Discrète, presque furtive. Une présence qui n'avait rien d'anodin. Un témoin extérieur confirma. La nouvelle venue se garait loin, évitait les regards. Elle semblait installée, comme si elle avait toujours été là. La vérité éclata alors, brutale. Cette relation ne datait pas d'hier. Bien avant que Claire ne disparaisse, une autre femme partageait déjà la vie de Mark. L'imposture ne concernait pas seulement son métier ou ses infidélités. Elle s'étendait à son foyer tout entier. L'enquête venait de franchir un seuil. Ce n'était plus une affaire de disparition. C'était désormais une traque. Et la cible, l'homme au double visage, venait de révéler son véritable talent. Vivre plusieurs vies en même temps, jusqu'à ce que l'une d'elles doive disparaître. Le petit manège à la sortie de l'école n'était plus un secret. La nouvelle compagne de Mark prenait racine. Elle utilisait la voiture de Claire. Elle s'installait dans sa maison, promenait ses enfants, vivait sa vie. Le couple évoluait en absenteur, comme si la disparition de Claire n'était qu'une formalité administrative. Pour les enquêteurs, cette normalité insolente était le signe ultime. On ne remplace pas une épouse aimante par une nouvelle venue sans savoir, de façon certaine, que l'ancienne ne reviendra jamais. La piste du crime passionnel s'imposait, mais sans preuve, elle n'était qu'une intuition glaçante.
jusqu'à ce que 2 hommes se présentent à la gendarmerie, pâles, hantés par ce qu'ils venaient de comprendre. 3 mois plus tôt, alors qu'ils aidaient Marc à déménager une armoire, l'un d'eux avait aperçu, dans l'herbe, une forme blanche et lisse. Un crâne humain. Marc les avait calmés d'une explication absurde. Un chien aurait déterré des ossements du cimetière voisin. Il avait recouvert la chose d'une bâche et était retourné à son barbecue, comme si de rien n'était. À l'époque, les 2 amis avaient étouffé leur effroi. Mais aujourd'hui, avec la disparition de Claire, l'horreur refaisait surface. Et s'ils avaient tenu entre leurs mains l'unique preuve de son destin? Le 18 juin 2015, les gendarmes investissent la propriété. Le crâne est retrouvé, mais rien d'autre. L'enquête piétine, jusqu'à ce que leur attention se porte sur une petite chapelle isolée, perdue dans la verdure à 100 mètres de la maison. De l'extérieur, rien. Un lieu de recueillement paisible. Mais à l'intérieur, sous la lumière froide des lampes forensiques, le sol et les murs se mettent à crier. Des dizaines, des centaines de traces de sang invisibles à l'œil ressurgissent, projetées en éclaboussures, comme un tableau macabre peint à la hâte. Le sang est partout. Les analyses sont formelles, c'est celui de Claire. Le meurtre n'est plus une hypothèse. C'est un fait. La chapelle est la scène du crime. Dans les heures qui suivent, Marc et sa compagne sont interpellés. Les portes de la garde à vue se referment sur eux. L'heure des comptes a sonné. La question n'est plus de savoir si un crime a été commis, mais comment et jusqu'où le mensonge s'est étendu. Qui a tenu l'outil? Qui a nettoyé? Qui a regardé? Et qui a frappé? La traque est terminée. Place maintenant à la confrontation. La compagne est la première interrogée. Elle se présente en victime, séduite, bernée, convaincue d'arriver dans un foyer déjà dissous. Elle peint le portrait d'une femme naïve, amoureuse d'un homme qui lui promettait le conte de fées. Pour les enquêteurs, son récit tient. Elle a tout perdu et n'a aucun mobile. Elle est reléguée au statut de pion manipulé. Puis vient le tour de Marc. Face à l'accumulation des preuves, le crâne, la chapelle, le sang, il lâche du lest. Il admet la mort de Claire. Mais il livre une version confortable, un accident. Une dispute qui dégénère, une menace avec un tisonnier, une réaction de panique. Un coup de pelle, un corps qui s'effondre. Il se présente en homme submergé, ayant perdu le contrôle. Mais les enquêteurs ont déjà dépassé ce stade. Car la science et la paperasse parlent plus fort que ces mots. Les analyses de la chapelle révèlent des traces de détergents industriels, capables de dissoudre le sang. Et les relevés bancaires tombent comme un coup près. Ces produits ont été achetés avant le 20 mars, la date supposée du drame. Il avait donc préparé le nettoyage avant même de prétendre avoir commis l'acte. Pire encore, les messages à sa maîtresse. La veille, il lui écrit « Demain, elle partira. Bisous mon trésor ». Une annonce froide, programmée. Il ne prévoyait pas une dispute. Il prévoyait une disparition. Confronté à ces preuves irréfutables, le masque du mari éploré se fendit une dernière fois. Et sous la pression, l'homme opère un revirement glaçant. D'une voix calme, il demande à tout dire. Et il lâche. Oui, je vais être honnête. Je l'ai tuée délibérément. Je voulais qu'elle meure. L'accident s'efface. La préméditation apparaît, crue, calculée. L'imposteur n'a pas seulement menti sur sa vie. Il a menti sur la mort. Et maintenant, il avoue avoir planifié l'élimination de celle qui le gênait, avec la froide précision d'un projet professionnel. Le crime n'est plus un drame passionnel. C'est une exécution domestique. Et l'homme au costume, enfin, montre les crocs. L'aveu est un gouffre. Marc décrit une préméditation glaciale, mûrie pendant des semaines. Mais le détail le plus terrifiant n'est pas le plan, c'est son rituel. Il confie s'être rendu plusieurs fois dans la chapelle pour prier. Prier pour que Dieu l'empêche de commettre l'irréparable. Je suis allé prier, en me disant que c'était dans ma tête. Mais c'était plus fort que moi. Dans son esprit, le lieu du baptême de sa fille devient le théâtre d'un combat intérieur perdu d'avance, comme si le sacré n'était qu'un décor de plus pour son propre drame. Le 19 juin 2015,
Il est écroué pour assassinat. Pour l'entourage de Claire, le choc est absolu. L'incompréhension. Comment peut-on vivre, sourire, élever des enfants après avoir effacé leur mère? Même sa maîtresse, lorsqu'elle apprend l'étendue de la vérité, s'effondre. Elle n'était pas complice, mais un accessoire. Un élément de son scénario de vie recomposé. Reconstruction du crime. Le matin du 20 mars, après avoir déposé les enfants, il appelle Claire. Il l'attend dans la chapelle, une pelle à la main. Les coups pleuvent. Elle s'effondre. Puis, l'inimaginable, il laisse le corps dans la chapelle pendant une semaine. La mort cohabite avec le quotidien. La maîtresse est là, les enfants jouent, et à 100 mètres de la maison, dans le silence de la pierre, gît son crime. Vient l'étape de l'effacement. Il transporte le corps avec un petit tracteur, tente de le brûler. Mais le chien de la famille, inconscient du drame, déterre des restes. C'est ce crâne que découvriront plus tard les deux amis, semant la première graine de vérité. Paniqué, il achève de brûler les ossements. Mais il reste un problème. Il faut faire croire que Claire est toujours en vie. Alors commence l'opération Fantôme digital. Il prend le téléphone de Claire, parcourt quelques kilomètres et s'envoie à lui-même des messages rassurants depuis le portable de la victime. Une mise en scène géographique pour simuler sa présence ailleurs. Les deux téléphones ne doivent jamais être localisés au même endroit. La technologie devient son alibi. Enfin, le coup de grâce, d'une cruauté insondable. Il fait appeler « maman » par sa propre petite fille. L'enfant tombe bien sûr sur la messagerie. Il l'enveloppe dans le mensonge, faisant de sa fille l'instrument involontaire de sa propre mise à mort symbolique. L'homme qui priait pour ne pas tuer est le même qui, froidement, a orchestré le meurtre, la dissimulation et le devoir simulé de ses enfants. Le caméléon avait un dernier rôle à jouer, celui du veuf éploré. Mais sous le costume, il n'y avait plus qu'un architecte du néant. Sans la ténacité de sa meilleure amie, ce crime aurait pu rester parfait. C'est son insistance qui a forcé l'enquête, ses doutes qui ont fait vaciller le mensonge. Sans elle, le silence aurait tout enseveli. Mais une question demeure. Pourquoi? Pour sa maîtresse? Les enquêteurs sentent que ce n'est qu'un détail dans un calcul plus large. En remontant le fil, ils découvrent le vrai moteur, plus froid et plus ancien, l'argent. En 2005, Marc, 28 ans, issu d'un milieu modeste, croise dans une boîte de nuit une jeune héritière. Claire. Le conte de fées va très vite. Ils emménagent, se marient en 1 an. Il a, selon des témoins, trouvé la poule aux œufs d'or. Leur union, sous régime de la séparation de biens, est un piège doré. Lui contrôle tout, les comptes, les cartes, l'immobilier. Elle, naïve et confiante, lui délègue sa fortune. Mais en cas de divorce, il repartirait les mains vides. Célibataire, sans emploi, sans le sou. Le scénario de l'horreur, pour lui, n'est pas la perte de sa femme, mais la perte de son train de vie. Alors, il fait le calcul. Le divorce le laisse ruiné. Le meurtre lui laisse tout. La maison, l'argent, la maîtresse. Le package complet. Interrogé sur ce mobile, sa réponse est d'une froideur clinique. Si je divorçais, il ne me resterait plus rien. Mais si je la tuais, je pouvais tout garder. Le crime n'est pas passionnel. C'est une transaction. L'élimination d'un obstacle financier. Le procès s'ouvre le 25 juin 2018, 3 ans après les faits. Il risque la perpétuité. Dans la salle, sa meilleure amie, celle qui n'a jamais lâché, attend justice. Face au juge, elle est catégorique, c'est un menteur. Il l'a même admis. C'est lui qui envoyait les messages depuis son téléphone. Le conte de fées a viré au procès. L'imposteur va enfin devoir répondre, non plus à des gendarmes, mais à la société. Et le prix de son calcul va lui être présenté. Face à la justice, l'accusé campe sur sa version. Un accident, une dispute qui dégénère. Pas de préméditation. Pourtant, les preuves, elles, sont sans appel. Les achats de déterge avant le crime, les messages programmés, le nettoyage méthodique. Pendant 6 jours de procès, il reste assis dans le box,
impassible, comme un spectateur de son propre drame. Les experts psychiatres le dépeignent, narcissique, sans empathie. Et un message, envoyé à un ami avant les faits, résume son âme. Aucun regret, aucun remords. C'est ma devise. Des mots qui sonnent comme une confession ultime, bien plus vraie que ses dénégations en justice. Aujourd'hui, rien n'indique qu'il éprouve le moindre repentir. Probablement jamais. Le verdict tombe, 30 ans de réclusion criminelle et la perte de l'autorité parentale. Une lourde peine, mais pour la famille de Claire, une injustice. Il réclamait la perpétuité. Comment peut-on laisser quelqu'un se promener librement après un tel crime? Leur douleur est redoublée par le sort des enfants, véritables victimes collatérales. Ils ont perdu leur mère et ont vu leur père se révéler comme leur bourreau. Ils sont finalement confiés à leur tante. L'homme n'a pas fait appel. Le silence, enfin, est réel. Cette histoire nous confronte à l'énigme du mal ordinaire. Comment un homme peut-il dissimuler un monstre sous les apparences du charme et de la normalité? Cette narration est tirée d'une affaire réelle. Si ce récit vous a interpellé, pour approfondir le sujet des manipulateurs criminels et comprendre leurs mécanismes, vous pouvez écouter notre série documentaire exclusive, lire notre analyse complète, découvrir d'autres affaires similaires en cliquant ici.